Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je vais vous présenter deux stratégies qu'on peut utiliser en bear market pour augmenter ses positions, on va dire. J'essaye de rester un petit peu vague dans mes termes, comme ça vous allez comprendre un petit peu au fur et à mesure de la vidéo où est-ce que je veux vous emmener. Et aussi il faut avoir à l'esprit que les stratégies que je vais vous présenter, c'est des choses qu'il ne faut pas faire sur du court terme. C'est quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner sur une tendance baissière. Par exemple, là, depuis une semaine, on baisse sur le marché crypto. Ça donne envie un petit peu de vendre ce qu'on a sur notre portefeuille. Ça donne envie de parier à la baisse. Il ne faut pas du tout faire ça. Ça, ce serait agir sur la précipitation. Il faut être assez froid, assez neutre dans ses plans. Si on veut parier à la baisse, il faut s'assurer que ça va pas être juste sur une journée ou deux. Parce que dans ce cas-là, si vous voulez faire un pari comme ça, allez au casino, allez jouer à la roulette, allez jouer au blackjack, j'en sais rien. Vous aurez autant de dopamine qu'en achetant du Bitcoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de renforcer mes positions, d'avoir plus d'Ethereum, plus de Bitcoin sur le long terme, parce que c'est des actifs dans lesquels je crois et j'ai envie d'en accumuler sur le long terme. Malheureusement, le marché, c'est pas un chemin pavé d'or non plus. Il y a des moments, ça baisse. Et justement, c'est des moments où il y a des opportunités. On ne sait pas forcément comment les prendre. Et c'est pour ça que je vous apporte cet outil aujourd'hui pour que vous puissiez aussi profiter potentiellement d'une baisse sur une crypto. Il n'y a rien de magique évidemment, c'est possible que vous vous serviez de cet outil parfaitement mais que vous perdiez de l'argent, que vous perdiez des cryptos puisqu'il n'y a jamais de certitude. On ne peut pas prédire le prix d'un actif la semaine prochaine, le mois prochain, mais on peut avoir une idée de la tendance que ça peut prendre. Là sur 2022, ça fait 2 ans à peu près qu'on avait commencé un bull run en 2020. Depuis novembre 2021 d'ailleurs, je pense vraiment qu'on est en bear market. En tout cas, on n'est pas du tout dans une phase haussière, on est vraiment dans ce qu'on peut appeler une phase baissière, une tendance baissière. Autour de ça, on a tout un contexte entre la guerre, les régulations qui arrivent sur les cryptos, enfin qui se mettent à jour, on va dire plutôt. La situation sanitaire aussi qui est toujours pas terrible dans le monde. Bref, tous ces facteurs, ça me fait vraiment croire que 2022, ça va pas du tout être l'année du taureau. Il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit l'année de l'ours. J'en avais déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la revoir. J'ai pas trop changé d'avis depuis. Je pense toujours que 2022, ça va être une année négative sur le marché. Mais ça veut pas dire que le 31 décembre 2022, on va se retrouver avec un Bitcoin à 2000 $. Pas du tout. Je sais plus trop à quel prix on a commencé l'année, mais si on a commencé l'année à 42 000 $ sur le Bitcoin par exemple et qu'on la termine à 41 000 $, ça aura quand même été une année dans le rouge. Enfin bref, là je digresse, je donnais un petit peu mon ressenti parce que je trouve que c'est important de l'avoir avant d'aller plus loin dans la vidéo. C'est important que vous sachiez un petit peu dans quel état d'esprit je suis en faisant cette vidéo. Bref, la première stratégie qu'on va utiliser, c'est les impermanent loss sur les protocoles comme Balancer ou même comme PancakeSwap. C'est totalement possible de faire ça aussi sur PancakeSwap, mais vous allez vite comprendre pourquoi je présente Balancer en premier. C'est beaucoup plus simple et on va pas tourner autour du pot. C'est tout simplement parce que sur une pool de liquidité sur Balancer, on n'est pas obligé d'apporter tous les actifs possibles. Là, sur la pool ETH USDC par exemple, si j'ai envie d'apporter que des Ethereum, je peux le faire. Alors que sur PancakeSwap, sur la pool Ethereum USDC, pour reprendre le même exemple, je vais être obligé d'apporter 50% d'Ethereum et 50% d'USDC. Alors dans le pire des cas, si j'ai que des Ethereum ou que des USDC sur mon portefeuille, je peux en convertir la moitié, mais dans tous les cas, je suis bien obligé de faire ce processus de convertir la moitié et de mettre 50-50 dans la pool. Alors que sur Balancer, si j'ai vraiment que des USDC ou que des Ethereum, je peux les déposer sans rien convertir, sans faire quoi que ce soit. Plus il y a de liquidité en fait sur ce genre de pool et plus elles vont s'équilibrer toutes seules naturellement, parce que les gens vont pouvoir faire de l'arbitrage, etc. Bref, on va pas trop rentrer dans les détails, c'est pas le but de cette vidéo. Sachez juste que Balancer c'est super pratique pour surfer ce qu'on appelle les impermanent loss. Alors les impermanent loss c'est vachement important, ça peut être très bien comme ça peut être très pas bien. Et pour faire simple, c'est un phénomène qui apparaît quand vous êtes sur une pool de liquidité avec des actifs qui sont volatiles entre eux. C'est très important de préciser entre eux parce que sur Balancer il y a une pool Bitcoin, REN Bitcoin, ça doit être deux actifs volatiles, entre eux ils ne le sont pas. Et comme ils ne le sont pas, il y a très peu de chances que ça crée des impermanent loss. Je vous propose la pool USDC Ethereum, on est d'accord, l'USDC c'est un stablecoin, l'Ethereum c'est pas un stablecoin, donc ces deux cryptos en théorie elles sont volatiles entre elles. C'est possible que pendant une journée le prix de l'Ethereum reste très stable, mais sur une période de plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a quand même peu de chances que l'Ethereum il soit resté au même prix tout ce temps.
Alors c'est possible qu'il commence à 3000 $ le premier jour et que le 40e jour il soit toujours à 3000 $, et dans ce cas-là vous n'aurez aucune impermanent loss. Mais si au bout de 40 jours on n'est pas au même prix, on est à 2000 $ par exemple, là forcément va y avoir des impermanent loss qui vont se créer. C'est comme ça, et la seule façon d'annuler des impermanent loss, c'est tout simplement d'avoir un Ethereum qui revient à son prix de départ. Donc si vous aviez déposé de l'Ethereum à 3000 $, faut qu'il revienne à 3000 $. Bref, les impermanent loss, on n'est pas obligé de les comprendre entièrement pour en profiter en fait. Tout simplement, si on dépose de l'Ethereum, j'en sais rien, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, et que son prix baisse d'ici là, vous allez retirer plus d'Ethereum. C'est logique, la pool elle s'équilibre. Il y a toujours ce ratio de 50% d'USDC et 50% d'Ethereum. Donc forcément, si le prix de l'Ethereum baisse, il y a des USDC qui vont devoir être vendus pour racheter des Ethereum. Donc ça va créer plus d'Ethereum dans la pool de liquidité et moins d'USDC dans la pool. Donc si on dépose de l'Ethereum et que son prix baisse, eh ben, on peut tout simplement en sortir un petit peu plus. Alors évidemment, il n'y a aucune certitude là-dessus, hein. Il faut se positionner sur ce genre de stratégie quand on a des convictions. Là sur 2022, je suis pessimiste personnellement, donc j'aurais pas trop de mal à me mettre sur ce genre de stratégie. Mais évidemment, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, parce que sur quelques jours, je suis pas à l'abri que Ethereum il fasse plus 10, plus 15%, totalement possible. Et là, si le prix de l'Ethereum augmente, c'est l'effet inverse qui va se produire. Les Ethereum, ils vaudront plus que les USDC, donc qu'est-ce qui va se passer? Des Ethereum vont être vendus pour racheter des USDC, donc il y aura plus d'USDC qu'au départ dans la pool, et moins d'Ethereum qu'au départ. Donc forcément, si j'ai déposé, j'en sais rien, un Ethereum et que son prix il augmente, peut-être que je pourrais ressortir avec 0,9 Ethereum. Et là, c'est pas terrible. Donc faut aussi savoir à quel moment vous êtes prêt à arrêter les pertes, entre guillemets. Si vous voyez que Ethereum il prend plus 30, plus 40%, que vous perdez de jour en jour, entre guillemets, de l'Ethereum, il y a bien un moment où il faudra tirer la petite sonnette et se dire c'est bon, je vais garder ce que j'ai d'Ethereum, j'en ai marre d'en perdre plus. Au début j'en avais 1, maintenant j'en ai 0,6, stop, c'est fini. Donc il faut que vous vous mettiez des limites évidemment, faut pas rester ad vitam aeternam sur ce genre de position. Surtout que là on est sur un protocole de finance décentralisée, à tout moment Balancer peut se faire hacker par exemple, mais vous en faites pas, pour ça j'ai une petite solution que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Si vous avez bien compris le principe que j'ai voulu partager dans cette stratégie, vous pouvez faire totalement l'opposé. Si vous déposez des USDC et que le prix de l'Ethereum augmente, vous allez vous retrouver avec plus d'USDC et ça c'est tout bénef. Alors évidemment vous n'allez pas gagner d'Ethereum en faisant ça, mais ça peut vous permettre de faire des gains sans pour autant devoir acheter une quelconque crypto. Vous pouvez juste rester exposé à votre stablecoin. Pour ceux qui auraient bien compris le principe du coup de cette stratégie sur Balancer, il y a aussi la pool Bitcoin, USDC, Ethereum qui est pas mal du tout. Alors elle est un petit peu plus incertaine parce que même si le Bitcoin baisse, c'est possible que l'Ethereum baisse encore plus et que ce soit pas avantageux pour vous. Donc si je dépose que du Bitcoin pour que ce soit rentable entre guillemets pour moi, pour que j'accumule plus de Bitcoin, il faut que son prix baisse, mais il faut qu'il baisse à peu près aussi fort que l'Ethereum. Si le prix de l'Ethereum baisse vraiment super fort, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus d'Ethereum dans la pool parce qu'on va devoir en racheter avec des USDC et aussi avec des Bitcoins. Donc si l'Ethereum baisse beaucoup plus fort que le Bitcoin, même si le Bitcoin son prix baisse aussi, vous n'allez pas forcément en accumuler plus. Là je suis désolé, c'est possible que je vous ai perdu, j'explique peut-être mal. Quand on rentre sur des pools avec plus de 2 actifs, ça devient vraiment un petit peu galère à suivre. Là je vous parle même pas de la pool USDC, Link, Ethereum, Balancer, AAV, hein. C'est le bordel. En bull run, on dépose des USDC dans une pool comme ça. En théorie, le prix du AAV en bull run il augmente, le prix du Balancer aussi, Ethereum aussi, Link aussi, parce que c'est 4 projets qui sont plutôt pas mal. L'USDC, son prix il augmente pas, donc forcément en bull run, ça c'est une pool géniale, hein. Mais en bear market, c'est pas du tout le genre de pool sur laquelle il faut s'exposer. Il y a beaucoup trop d'actifs et même si vous mettez sur le AAV et que le AAV baisse quand même, c'est possible de ne pas en accumuler plus parce que le Balancer il peut baisser beaucoup plus fort que le AAV, etc. Bref, je pense que j'ai déjà assez bien détaillé pour cette stratégie. Si vous voulez aller un petit peu plus loin et l'adapter sur d'autres protocoles plus traditionnels, on va dire, comme PancakeSwap ou comme tous les DEX traditionnels hein, qui fonctionnent avec des pools totalement classiques où il faut apporter 50% de l'actif 1 et 50% de l'actif 2. C'est possible, pour ça il faut soit le faire manuellement, si là j'ai que du Bitcoin dans mon portefeuille et que je vais essayer d'en accumuler un peu plus en pariant sur la baisse du prix du Bitcoin, bah, tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais convertir la moitié de mes Bitcoins en BUSD, je vais les mettre dans la pool de liquidité et qu'est-ce qui va se passer si le prix du Bitcoin baisse? Eh ben on va prendre des BUSD dans la pool, on va racheter des Bitcoins avec, donc il y aura moins de BUSD qu'au départ, mais il y aura plus de Bitcoin.
Donc en ressortant de la pool de liquidité, j'aurai toujours des bitcoins et des BUSD, mais quand je vais remettre tous les BUSD qui me restent en BTC, j'aurai beaucoup plus de BTC qu'au début. Évidemment, c'est dans le scénario où tout se passe comme je le veux, où le prix du bitcoin descend. Il y a un outil magique sur Apeboard qui s'appelle le Apeblender qui vous permet de transformer n'importe quelle crypto en crypto de pool de liquidité. Alors du coup, vous pouvez vous retrouver à faire n'importe quoi et à convertir, j'en sais rien, des Dogecoin en Bitcoin BUSD. Je vous déconseille de faire n'importe quoi. Contentez-vous vraiment d'appliquer la stratégie dont je vous ai parlé. Par exemple, vous avez que du Bitcoin dans votre portefeuille. Alors on va le chercher, BTCB. Et du coup, vous décidez de vous mettre sur la pool Bitcoin BUSD. Voilà. Par exemple, vous avez, j'en sais rien, moi, 0,01 BTC. Hop, ça va se convertir tout seul, comme par magie, en 0,9 Bitcoin BUSD. Alors ces LP tokens, vous pouvez très bien les garder dans votre portefeuille. Le phénomène d'impermanent loss va avoir lieu s'ils sont stakés ou pas. Mais tant qu'à faire, comme il y a 10% d'intérêt en déposant ces Bitcoin BUSD, ces LP tokens sur PancakeSwap, faites-le. Comme ça, dans le pire des cas, si vous êtes trompé, si le prix du Bitcoin augmente, ça pourra rattraper une petite partie des pertes que vous allez faire. Et si vraiment vous voulez faire cette stratégie sur d'autres protocoles que PancakeSwap, allez, il y a quand même un autre outil pour faire ça. Par exemple, là je suis sur Bifi Finance, on a une pool Phantom USDC. Imaginons que vous adoriez le fantôme, que vous avez envie d'en accumuler encore plus, mais que vous pensez que sur les prochaines semaines, prochains mois, ça va mal se passer sur le fantôme. Et bien pour en accumuler, on va sur Bifi Finance, on choisit de déposer du coup que du fantôme dans la pool de liquidité. Alors c'est pas magique, le protocole que vous utilisez, il a besoin d'USDC et de fantôme, mais Bifi, il a une fonction qui s'appelle le Zap, et ça va du coup vous permettre de convertir automatiquement la moitié de vos fantômes en USDC et de les ajouter dans la pool de liquidité, exactement comme ça fonctionne sur Apeboard. Voilà, j'ai enfin terminé avec la première stratégie. J'ai essayé de faire de mon mieux pour que ce soit assez compréhensible. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire si vous avez bien compris la stratégie, parce que je suis pas sûr de moi. Et si vous l'avez compris, du coup, bah tant mieux, c'est un outil que vous avez en plus et que vous pourrez utiliser pour ce bear market, pour un prochain bear market, bref, vous avez compris le principe. La deuxième stratégie que je vais vous présenter, elle est beaucoup plus risquée parce que en plus de s'exposer à un protocole qui peut se faire hacker, vous allez aussi vous exposer à des risques d'oracle et à des risques de liquidation, puisque je vais vous parler d'une stratégie à base d'emprunt. Alors AAV, ça reste un protocole assez solide, donc risque de hack assez faible, risque d'oracle je pense assez faible aussi. Alors les risques d'oracle, c'est pas très compliqué à expliquer. AAV, il utilise justement ce qu'on appelle des oracles, et ça sert en fait à savoir le prix des cryptos qui sont sur le protocole. Par exemple, grâce aux oracles, il sait qu'un bitcoin ça vaut autour de 40 000 $. Alors ça vaut 40 000 $ au moment où je fais cette vidéo, hein. N'allez pas me dire gna gna gna, Bitcoin ça vaut tant, t'es con. Vous ne regardez pas cette vidéo au moment où je l'enregistre, donc non, je ne suis pas con. Bref. L'oracle du coup, il est très sympa, il va chercher le prix et les amène à AAV. Par contre, c'est possible que l'oracle, d'un coup, il ait pris une mauvaise drogue et qu'il fasse n'importe quoi. Il lui dit ah non mais attends, le bitcoin il vaut pas 2 $ finalement. Et du coup, si vous vous retrouvez avec des bitcoins qui valent 2 $, c'est pas ouf. Surtout si à côté vous avez emprunté, j'en sais rien moi, 1000 $. Vous pouvez pas emprunter 1000 $ en déposant que 2 $ sur le protocole. Et du coup, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais les problèmes d'oracle, ça peut entraîner des liquidations. Et ça, justement, c'est un risque aussi que je vous avais cité. Les liquidations, qu'est-ce que c'est? Par exemple, vous déposez 1000 USDC et vous empruntez 500 $ de Bitcoin. Très très bien, jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Vous avez donné 1000 $ en gage au protocole, vous lui empruntez 500 $. Il n'y a pas de raison pour le protocole de s'en faire, il a plus d'argent en gage que ce que vous lui avez pris. Donc c'est pas du tout rentable pour vous de vous barrer avec les 500 $ que vous avez empruntés et de ne jamais rembourser le protocole. En revanche, si vous avez emprunté du coup du Bitcoin par exemple, une crypto qui n'est pas stable et que son prix augmente, bah, votre emprunt il ne vaudra plus 500 $, il vaudra 600, 700, 800, 900, 1000 $. Et là il y a un problème, si vous avez déposé quelque chose qui vaut toujours autour de 1000 $ et que vous empruntez quelque chose qui maintenant vaut 1000 $, voire même quelque chose qui vaut plus encore, là le protocole il va pas du tout être content. Alors en réalité à partir de 850 $, le protocole il va déjà pas être content parce que quand vous déposez 1000 $, vous pouvez pas emprunter 900 par exemple. Ça va jusqu'à 800 et à 850 $ vous êtes liquidé. Donc liquidé, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le protocole il va prendre les 1000 $ que vous avez mis en gage, il va racheter votre position d'emprunt, donc il va racheter les bitcoins que vous avez empruntés. Alors il va pas les racheter à vous, hein, il va les racheter sur le marché
pour les remettre dans sa caisse, les remettre dans son stock. Comme ça, le protocole, il a toujours ses bitcoins, il les a pas perdus. Vous, par contre, bah tant pis, vous avez plus vos USDC. Et le protocole, il est même content parce que pour racheter vos bitcoins, il s'est pas servi de tous vos USDC. Donc il s'est même fait un petit peu d'argent en faisant ça. Alors ce principe, ça veut pas dire que le protocole, il est machiavélique et que la seule chose qu'il essaye de faire, c'est de vous piquer votre argent. C'est juste qu'il faut être prudent, il faut faire attention, il faut surveiller ce genre de stratégie pour pas se faire liquider, pour pas perdre ce qu'on a déposé. Donc si vous êtes assez vigilant comme moi, on reste à un taux d'emprunt de 50%. Donc si je peux emprunter 1000 $, j'en emprunte 500 maximum. Et si jamais ce que j'emprunte ça se met à augmenter, n'hésitez pas à rembourser vos positions petit à petit. Bref, ça c'est les conseils basiques quand vous faites de l'emprunt, mais qu'est-ce que vous pouvez faire des bitcoins que vous empruntez ? Bah, vous pouvez tout simplement aller les faire travailler sur un autre protocole. Vous voyez que sur Aave, il vous coûte 0,39% à emprunter. Si vous allez les déposer par exemple, j'en sais rien moi, sur Celsius, c'est quelque chose de centralisé mais on s'en fout, c'est pour l'exemple, là-bas en ce moment il y a 5% d'intérêt. Donc forcément, il y a une belle différence, vous empruntez des bitcoins, vous allez les mettre à travailler à 5%, faut pas avoir fait Mathsup pour calculer la différence, ça fait une différence de 4,6%, et l'avantage de cette stratégie, c'est que ça vous permet de gagner des bitcoins entre guillemets, sans s'exposer directement au bitcoin, puisque vous, dans votre portefeuille, vous avez que des USDC que vous déposez sur le protocole, et vous empruntez des bitcoins. Comme vous les empruntez, ils sont pas vraiment à vous. Mais justement, je digresse beaucoup, donc rappelez-vous, qu'est-ce que c'est que le titre de cette vidéo? C'est 2 stratégies pour profiter du bear market. Donc en bear market, en théorie, le prix du Bitcoin, il devrait baisser. Donc qu'est-ce qu'on peut faire si on est persuadé que le prix du Bitcoin va baisser? Et ben on peut tout simplement en emprunter et les vendre. Là, je vais garder le même exemple, j'emprunte 500 $ de Bitcoin, donc je les vends tout de suite pour aller 500 USDC. Et imaginons que ça se passe très bien, au bout d'un mois, pour racheter les Bitcoins que je dois au protocole, ça me coûte que 400 $. Je vais utiliser du coup ces 400 $ pour acheter les bitcoins, les rembourser au protocole. Comme j'aurai tout remboursé, je vais pouvoir récupérer les USDC que j'ai déposés. Et dans ce cas de figure, la cerise sur le gâteau, c'est que j'aurai gagné 100 $, puisque si vous avez bien suivi, j'ai utilisé que 400 de ces 500 $ pour racheter mon emprunt. Donc ça, très clairement, c'est du short, hein, c'est clairement ça, ce qu'on appelle du short, c'est emprunter le marché pour le vendre. Mais voilà, c'est totalement possible de shorter entre guillemets sur la DeFi. Gardez juste à l'esprit que faire ce genre de stratégie, c'est presque comme faire du trading. Faut être assez sûr des positions qu'on prend. Donc c'est pas des trucs qu'il faut faire comme ça sur un coup de tête. Faut vraiment réfléchir un minimum avant de préparer ce genre de stratégie. Bref, c'est tout pour les stratégies que j'avais à vous présenter. Avant de terminer cette vidéo, je vous parle vite fait d'Insurace. Alors c'est pas une sponsor, hein, j'en parle juste parce que c'est pratique. Vous pouvez vous assurer pour tous les protocoles que je vous ai présentés, Bifi Finance, PancakeSwap, Aave, Balancer. Une petite nuance pour Bifi Finance, faites très attention, vous êtes sécurisé du coup s'il y a un hack directement sur Bifi Finance, sur les smart contracts de Bifi Finance. La nuance avec ce protocole, c'est que Bifi, lui, va utiliser d'autres protocoles. Par exemple, là, sur la pool Phantom USDC où je suis, ça utilise WeGoSwap. Donc si jamais il y a un hack sur cette pool Phantom USDC, même si vous avez une assurance pour Bifi Finance, si le hack vient de WeGoSwap, vous n'y pouvez rien. Donc c'est une petite nuance qui est vraiment importante à savoir pour Bifi Finance. Vous êtes assuré d'un risque de hack que si ça vient directement de Bifi et pas d'un autre acteur de la DeFi. C'est pour ça que les stratégies que je vous ai présentées sur PancakeSwap et sur Balancer, elles vont être beaucoup plus sécurisées entre guillemets, puisque vous allez être exposé qu'à un seul protocole. Je vais pas rentrer en détail sur comment on achète des assurances sur Insurace, j'ai déjà fait une vidéo pour ça, donc je vous invite à aller la voir si vraiment vous avez envie d'acheter des assurances. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai plus grand chose à vous dire et je pense que c'est pas trop mal, cette vidéo a bien duré déjà. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.